Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres de ce journal. Violence électorale au Sénégal. Hier, 3 personnes ont été tuées dans des affrontements entre militants de la coalition au pouvoir et du PUR, le parti d'Issa Sall. 84 millions de Nigérians doivent voter ce samedi. Le duel entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition Atiku Abubakar s'annonce serré. Et en fin de journal, notre grand angle, il s'agit d'une enquête sur les œuvres d'art dont l'Afrique a été dépouillée pendant la colonisation. Au Sénégal, la violence est montée d'un cran dans la campagne pour le scrutin du 24 février. 3 personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre partisans du président sortant et de l'un des candidats de l'opposition Issa Sall. Il s'agit des premières victimes signalées dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février. On fait le point avec Godlove Kamwa. C'est un climat relativement tendu avec ces affrontements entre les partisans du président sortant et ceux du candidat Issa Sall à Tambacounda dans le sud-est du Sénégal. Et plusieurs associations de défense des droits de l'homme font état d'un bilan de 3 morts et plusieurs blessés, dont 8 journalistes, selon une organisation des patrons de presse. Et un quart de la presse a donc été incendié et des effigies de candidats arrachées pendant ces échauffourées. Ces associations, dont Amnesty International, Article 19 et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, appellent à l'apaisement. Les 5 candidats à la présidentielle font de même, mais se renvoient à la responsabilité des violences. Le président Macky Sall promet des poursuites contre les fauteurs de troubles, mais en attendant, le candidat Issa Sall suspend sa campagne électorale dans cette partie du Sénégal. 4 gendarmes assurant la sécurité de la campagne ont trouvé la mort dimanche dernier dans la région de Sédhiou. Et c'était lors d'un accident de la route. Il y a également eu à Kolda des affrontements entre les partisans du candidat Ousmane Sonko et ceux de la coalition au pouvoir. Et pour tout suivre en détail sur les élections au Sénégal, rendez-vous sur bbc.com Afrique sur téléphone mobile. Vous y trouverez notamment un profil des 5 candidats et les questions clés avant le scrutin du 24 février. Et puis le reste de l'actualité africaine, internationale et sportive est à vivre sur bbc.com Afrique. À quelques jours du scrutin présidentiel au Nigeria, les 2 principaux challengers se livrent une bataille rude pour remporter la victoire. L'un, Muhammadu Buhari, est l'actuel chef de l'État. L'autre, Atiku Abubakar, a été vice-président du pays. 2 vieux routards de la politique issus du Nord. Nigeria, le duel des dinosaures, un récit de Pierre-Antoine Denis. 76 ans, mais encore en forme et prêt à se battre. Le président nigérian Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession, malgré un premier mandat très compliqué pour le pays et pour lui-même. Ses motifs de campagne sont clairs: tacler la corruption, stimuler l'économie et surtout combattre l'insurrection djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons commencé durant ce premier mandat, afin que les biens et les ressources de la nation continuent d'être organisés et utilisés pour faire du bien au peuple nigérian. Mais son bilan raconte une toute autre histoire. Boko Haram, après avoir été repoussé dans un premier temps, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une récession dévastatrice liée à la chute des cours mondiaux du pétrole a alimenté l'inflation et porté les taux de chômage à des niveaux records. Donc ce week-end, Buhari devra faire face à une lutte acharnée, comme de l'autre côté se trouve Atiku Abubakar, un autre visage similaire dans la politique nigériane. Car même à 72 ans et sans pour autant susciter un grand engouement derrière lui, cette opposition a instauré le doute et la bataille se promet d'être serrée. Car même ici à Kano, dans le fief de Buhari au nord du pays, on se met à hésiter. Je voterai pour Buhari parce qu'il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Le peuple souffre, l'économie s'est effondrée, l'inflation est élevée et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. L'ancien général de 76 ans a été le premier candidat de l'opposition à remporter le pouvoir par les urnes il y a 4 ans. Mais à mesure que les problèmes du Nigeria s'aggravent, la victoire du 16 février est loin d'être acquise.
Le reste de l'actualité en bref et en images. Ouverture du procès historique à Madrid des 12 indépendantistes catalans. Ils comparaissent pour rébellion et sédition 1 an et demi après la crise en Catalogne. Un procès politique selon les familles des accusés qui mettent en avant la partialité de la justice. Certains d'entre eux risquent jusqu'à 25 ans de prison. Les politiciens accusés de sous-estimer la gravité de la crise environnementale à laquelle la Terre est confrontée. C'est ce qui ressort des rapports de l'IPPR, un groupe de réflexion britannique. Les chercheurs affirment aussi qu'une combinaison du changement climatique, d'une perte massive d'espèces, de l'érosion et de la déforestation met la société et l'économie mondiale en péril. Bactéries, virus, parasites ou substances chimiques nocives, les aliments insalubres sont au menu d'une conférence à Addis Abeba. Les aliments contaminés constituent en effet un problème sanitaire et socio-économique majeur qui provoque chaque année la mort de 420 000 personnes à travers le monde. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés. En Afrique du Sud, un bébé a été sauvé de justesse après avoir passé plusieurs heures coincé dans des égouts. L'opération de sauvetage était compliquée, mais le bébé est sain et sauf. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Les parents du nourrisson restent introuvables. Dans une interview accordée à la BBC, le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié Donald Trump, je cite, de suprémaciste blanc. S'adressant à notre correspondante Orla Guérin, il a rejeté les affirmations du leader de l'opposition Juan Guaidó. Juan Guaidó qui est maintenant reconnu comme président par intérim par des dizaines de pays dans le monde. Il ne nous laisse pas d'autre option. Nous défendrons avec peine le droit de notre pays d'exister et notre droit de vivre en paix. J'espère que ça n'arrivera pas, j'espère que l'opinion publique sera du côté de la paix et verra la noblesse du peuple vénézuélien. Nous avons le droit de discuter de nos propres problèmes en paix. Personne ne peut interférer avec le Venezuela. Personne. Et j'espère que ce groupe d'extrémistes à la Maison-Blanche sera vaincu par une puissante opinion publique mondiale. J'ai foi en cela. Je suis croyant, je suis chrétien, et je demande toujours à Dieu de nous éclairer et de nous protéger. Et j'ai foi que nous allons tout accomplir en paix. Selon un nouveau rapport, 90% du patrimoine culturel africain se trouve hors du continent, y compris des œuvres d'art volées pendant l'époque coloniale et qui sont encore exposées dans des musées européens. Le rapport préconise la restitution de ces œuvres, une restitution que demandent certains pays comme le Bénin et le Sénégal. Reportage Fergalkin, Lamine Kokobo. Ici, des objets témoins de l'histoire qui redonnent vie au passé, mais des objets qui suscitent aujourd'hui une grosse interrogation. Ces objets appartiennent-ils aux descendants de ces édificateurs d'empires coloniaux ou bien aux colonisés d'hier qui en ont été délestés? Des artefacts comme ces objets en bronze du Bénin exposés ici au British Museum. Les Britanniques les avaient pris de force au Nigeria. C'était vers la fin du 19e siècle. Et Godwin Obaseko, gouverneur de l'État nigérien d'Edo, veut que l'injustice soit enfin corrigée. Ces objets représentent notre essence, dit Godwin. J'en ai besoin pour comprendre moi-même, pour comprendre pourquoi je suis ce que je suis et fais ce que je fais. Et ça, c'est important. Peut-être le débat, nulle part ailleurs, n'est aussi mêlé à une mémoire douloureuse aussi qu'au grand musée érigé ici, à l'entrée de Bruxelles, érigé par le roi Léopold de Belgique. Ce musée a été financé aux dépens de Noirs qui ont péri dans des plantations d'EVA sous les affres du travail forcé. Dans ces plantations, il fallait remplir son quota de cueillettes, sinon on se faisait retrancher la main. Pendant cette période, des quantités de pièces d'art africains en provenance du continent ont été transportées ici. Ici, la perspective de la restitution des objets au Congo se heurte à un obstacle, le potentiel de corruption au pays d'origine. Question donc, le musée fait-il confiance au Congo pour prendre bien soin des objets une fois ceux-ci restitués? Réponse du directeur Grésil. Pour le moment, c'est non. Je ne fais confiance à personne dans le gouvernement actuel. Pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils ne sont pas équipés pour en prendre adéquatement soin. L'historien congolais Kabayi Mbouatsia indique que le pays disposera à terme d'un musée grâce à la coopération sud-coréenne. Pour lui, il faut restituer ce qui appartient au Congo. La Belgique, l'Angleterre et l'Amérique ont eu le loisir déplaisant d'importer beaucoup des objets d'art à Bruxelles, à London
à New York. Devant les positions divergentes en Afrique comme en Occident, des voix s'élèvent pour prôner la collaboration, pour prôner le partage. L'approche du partage, certes, est une demi-solution. Tout de même, elle est une approche raisonnable que l'Afrique, même victime du pillage, est prête à embrasser. En revanche, elle est loin de trancher un débat qui ne fait que commencer. Le sport avec vous, Pierre-Antoine Denis. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Nicolas. Pierre-Antoine, vous êtes particulièrement rayonnant ce soir et je sais pourquoi. C'est parce que le football européen reprend ses droits avec en prime une superbe affiche. Et oui, quel duel au sommet qui nous attend ce soir Nicolas. Je ne cache pas mon excitation et mon sourire, je dois vous l'avouer, parce que la reine des compétitions reprend ses droits ce soir avec en plus une affiche superbe, vous l'avez dit. Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain à Old Trafford. C'est donc ce soir à partir de 20h GMT et pour plein de raisons, eh bien, cette rencontre est totalement fascinante. Tout d'abord, lorsque l'on était début décembre et que le tirage au sort s'effectuait, eh bien, on pensait que le Paris Saint-Germain allait l'emporter assez facilement parce qu'à l'époque, eh bien, Manchester United était une équipe fantôme. Son entraîneur, José Mourinho, n'arrivait plus à communiquer avec les joueurs, mais le club a voulu prendre une décision et changer les choses. Quelques jours seulement après ce tirage au sort, José Mourinho est démis de ses fonctions et Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien, arrive par intérim jusqu'à la fin de la saison. Et depuis, c'est tout simplement le conte de fées, on n'en revient pas. 11 matchs, 10 victoires et un match nul. Cette équipe de Manchester United est transformée et est redevenue un petit peu cette équipe qui fait peur à n'importe quelle écurie européenne et aussi anglaise. Donc au final maintenant, Manchester United est une équipe donc transformée, je le disais, et qui peut compter sur deux appuis exceptionnel, Paul Pogba rayonnant depuis l'arrivée de Solskjaer et Anthony Martial qui confirme avec une superbe saison toutes les attentes qui avaient été mises sur lui lorsqu'il est arrivé pour 80 millions d'euros, il faut le rappeler, il y a 2 saisons en provenance de Monaco. Il arrive enfin à maturité, Martial, et il combine énormément avec Pogba, et ce qui donne aujourd'hui une équipe de Manchester United très effrayante pour des Parisiens qui sont au final remplis d'incertitudes, notamment sur le plan offensif, parce que ce soir, sur la pelouse d'Old Trafford à Manchester, il n'y aura pas Neymar, il n'y aura pas Cavani. Ce qui veut donc dire que seul Kylian Mbappé aura la charge de mener cette ligne offensive parisienne. Il sera quand même épaulé de Angel Di Maria et de Julian Draxler, qui sont deux atouts de qualité, mais qui ne sont pas le maestro brésilien, notamment, qui avait été acheté 200 millions d'euros pour remporter cette Ligue des Champions. Et puis, il faut le dire, c'est important, le PSG n'a jamais passé le stade des quarts de finale de la compétition depuis l'arrivée des investisseurs qataris qui ont mis beaucoup d'argent pour que le PSG remporte cette Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va écrire une page de son histoire et les joueurs qui vont être sur le terrain ce soir face à Manchester United devront répondre aux attentes qui sont énormes de la part des investisseurs, mais sans deux très gros atouts. C'est pour cela que cette rencontre, Nicolas, est vraiment très intéressante et n'est à manquer sous aucun prétexte. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas la visionner ou l'écouter, eh bien, Emmanuel Cos se fera un plaisir de vous faire tout un débriefing demain dans BBC Afrique, BBC Info à la même heure, Nicolas. Merci Pierre-Antoine. Et pour terminer, je propose une petite devinette. Dans un pays comme la Finlande où l'herbe est recouverte par la neige une bonne partie de l'année, à quoi peut bien servir une tondeuse à gazon ? Les Finlandais, eux, ont la réponse, comme vous pouvez le voir sur ces images. Populaires en Europe et aux États-Unis, les courses de tondeuse coûtent bien moins cher que les autres sports mécaniques. Pour le reste, les conditions s'apparentent à un Paris-Dakar, mais sur un lac gelé, avec par-ci et par-là des flaques de glace fondue. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos amis burkinabés qui nous suivent sur Wantashi, sur TVZ. Bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau journal sur BBC Afrique.